Au cours des 4 dernières décennies, la NASA, dans le cas d'une conception à cœur solide, le sol construit est un réacteur composé de matériaux à très haut point de fusion qui abrite un ensemble de crayons solides d'uranium qui subissent une fission contrôlée. Le carburant d'hydrogène est contenu dans un réservoir séparé et passe ensuite à travers des tubes autour du réacteur, gagnant de la chaleur et converti ensuite en plasma avant d'être canalisé à travers les tuyères pour obtenir une poussée. En utilisant un propulseur à hydrogène, une conception à noyau solide délivre généralement des impulsions spécifiques de l'ordre de 850 à 1000 secondes, soit environ le double de celle des conceptions à hydrogène-oxygène liquide, c'est-à-dire du moteur principal de la navette spatiale de la NASA. Du coup, c'est quoi l'impulsion spécifique ? L'impulsion spécifique, qu'on note ISP, c'est le miles par gallon de la fusée. Plus l'ISP est élevé, plus vous pouvez aller vite avant d'épuiser votre réserve de carburant. Les meilleures fusées chimiques, comme le moteur principal de la navette spatiale de la NASA, atteignent un maximum d'environ 450 secondes, ce qui signifie qu'une livre de carburant produira une livre de poussée pendant 450 secondes, et une livre correspond à quasiment 0,5 kg. Mais un inconvénient important découle du fait que les réactions nucléaires dans un modèle à noyau solide peuvent créer des températures beaucoup plus élevées que celles que les matériaux conventionnels peuvent supporter. La fissuration des revêtements du système suite aux fortes variations de température oblige à sacrifier une grande partie du potentiel de performance du moteur pour éviter une destruction du système. Bon nombre de ces problèmes ont été résolus avec la conception du noyau liquide où le combustible nucléaire est mélangé à l'hydrogène liquide et permet à la réaction de fission de se produire dans le mélange liquide lui-même. Cette conception peut fonctionner à des températures supérieures au point de fusion du combustible nucléaire grâce au fait que la paroi du conteneur est activement refroidie par l'hydrogène liquide. Il devrait également fournir une performance d'impulsion spécifique de 1300 à 1500 secondes. Mais par rapport à la conception à noyau solide, les moteurs de ce type sont beaucoup plus compliqués et donc plus chers et difficiles à construire. Une partie du problème est liée au temps nécessaire pour obtenir une réaction de fission qui est nettement plus longue que le temps nécessaire pour chauffer le combustible hydrogène. Par conséquent, les moteurs de ce type nécessitent des méthodes permettant à la fois de piéger le carburant à l'intérieur du moteur, tout en permettant simultanément au plasma chauffé de sortir par la buse. Le dernier modèle est le moteur à noyau à gaz, une modification de la conception à noyau liquide qui utilise une circulation rapide pour créer une poche en forme d'anneau de combustible d'uranium gazeux au milieu du réacteur qui est entouré d'hydrogène liquide. Dans ce cas, le combustible hydrogène ne touche pas la paroi du réacteur, ce qui permet de maintenir les températures en dessous du point de fusion des matériaux utilisés. Un tel moteur pourrait permettre des impulsions spécifiques de 3000 à 5000 secondes. Mais l'un des plus grands atouts de la fission nucléaire est sa longue histoire dont elle a bénéficié ici sur Terre. Entre les réacteurs commerciaux fournissant de l'électricité dans le monde entier, les navires de guerre tels que les porte-avions et les sous-marins font que nous maîtrisons un minimum cette technologie, même si certains déboires violents ne doivent pas être oubliés pour autant. La NASA s'appuie sur des réacteurs nucléaires pour alimenter des engins et des rovers sans pilote depuis plus de 4 décennies, principalement sous la forme de générateurs thermoélectriques à radioisotope qu'on appelle RTG, ou encore l'unité de chauffage à radioisotope qu'on appelle RHU. Dans le premier cas, la chaleur est générée par la lente désintégration du plutonium-238 qui est ensuite convertie en électricité. Dans le dernier cas, la chaleur elle-même est utilisée pour maintenir les composants et les systèmes des différents vaisseaux spatiaux au chaud et en bon état de marche. Ces types de générateurs ont été utilisés pour alimenter et entretenir tout des fusées Apollo, Rover Curiosity ainsi que d'innombrables satellites, orbiteurs et robots. Une possibilité est d'équiper le dernier vaisseau de la NASA, le SLS, de moteurs d'étage inférieur à propulsion chimique et d'un moteur nucléaire thermique sur son étage supérieur. Le moteur nucléaire resterait froid jusqu'à ce que la fusée ait atteint l'orbite, moment auquel l'étage supérieur serait déployé et le réacteur serait activé pour générer une poussée. Ce concept de fusée bimodale qui repose sur des propulseurs chimiques pour atteindre l'orbite et un moteur nucléaire thermique pour la propulsion dans l'espace pourrait devenir le pilier de la NASA et d'autres agences spatiales dans les années à venir. L'augmentation spectaculaire de l'efficacité offerte par de telles fusées pourrait également faciliter les plans d'exploration de Mars en permettant la livraison fiable de charges de grande masse avant les missions habitées.
Ces mêmes fusées pourraient alors être rééquipées pour la mission au lieu de la masse et être utilisées pour transporter les astronautes vers Mars en prenant environ la moitié du temps qu'il faudrait à une fusée conventionnelle pour faire le voyage. Cela permettrait non seulement de gagner du temps et de réduire les coûts de mission, mais cela garantirait également que les astronautes soient exposés à un rayonnement solaire moins nocif au cours de leur vol. Ces moteurs sont également susceptibles d'avoir leur part d'application en ce qui concerne les futures missions lunaires, l'envoi d'équipage pour étudier les objets géocroiseurs et l'envoi d'engins vers les lunes joviennes et d'autres endroits du système solaire externe. La modification facile des engins NTP à l'aide de composants modulaires permet de s'adapter facilement à différentes missions, allant des atterrissages de fret lunaire aux missions en équipage, en passant par l'étude des astéroïdes géocroiseurs. Une voile électrique est une forme proposée de propulsion d'engin spatial utilisant la pression dynamique du vent solaire comme source de poussée. Il crée une voile virtuelle en utilisant de petits fils pour former un champ électrique qui dévie les photons du vent solaire et extrait leur impulsion. Comme on l'a vu dans une autre vidéo, une voile solaire fonctionne en exploitant les photons de la lumière provenant du soleil. Bien que les photons soient sans masse, ils ont une quantité de mouvement et peuvent la transférer lorsqu'ils rebondissent sur une surface réfléchissante. Mais en plus de la lumière, le soleil souffle également un flux constant de particules chargées, le vent solaire. Mais du coup, comment ça fonctionne? Comme vous le savez probablement, le soleil émet un flux constant de particules chargées, principalement des électrons et des protons qui s'éloignent du soleil dans toutes les directions. Les astronomes ne savent pas exactement comment, mais certains mécanismes de la couronne solaire, sa haute atmosphère, accélèrent ces particules à des vitesses qui varient de 250 à 750 km/h. Le vent solaire s'éloigne donc du soleil pour aller se perdre dans l'espace. Nous voyons par exemple ces effets sur les comètes leur donnant leur queue caractéristique. Ce vent forme aussi une bulle autour du système solaire connue sous le nom d'héliosphère. C'est là que le vent solaire du soleil rencontre les vents solaires collectifs des autres étoiles de la Voie lactée. On utilise le vent solaire pour provoquer une pression directe comme un vent réel sur la voile d'un bateau mais en beaucoup plus faible. Une voile électrique fonctionne avec des fils incroyablement fins, seulement 25 microns d'épaisseur, mais avec 20 km de long. Le vaisseau spatial est équipé de panneaux solaires et d'un canon à électrons qui ne nécessite que quelques centaines de watts pour fonctionner. En envoyant des électrons dans l'espace avec ces fils, le vaisseau spatial maintient un état de charge hautement positif. Étant donné que les protons du Soleil sont également chargés positivement, lorsqu'ils rencontrent l'attache chargée positivement, ils voient un énorme obstacle de plusieurs kilomètres de diamètre et s'écrasent dessus. En communiquant leurs élans au fil et au vaisseau spatial donc, les ions l'accélèrent loin du Soleil. La quantité d'accélération est très faible, mais c'est une pression constante du Soleil et elle peut s'accumuler sur une longue période de temps. Par exemple, si un vaisseau spatial de 1000 kg avec 100 de ses fils s'étendait dans toutes les directions, il pourrait recevoir une accélération de 1 mm par seconde, mais de manière exponentielle. C'est-à-dire que dans la première seconde, il parcourt 1 mm, puis 2 mm dans la seconde suivante, etc. Au cours d'une année, ce vaisseau spatial pourrait aller à plus de 30 km par seconde. Juste à titre de comparaison, la sonde Voyager 1 de la NASA ne va qu'à environ 17 km par seconde. L'un des inconvénients de la méthode, en fait, est qu'elle ne fonctionne pas dans la magnétosphère terrestre. Ainsi, un vaisseau spatial propulsé par une voile électrique devrait être transporté par une fusée traditionnelle loin de la Terre avant de pouvoir déployer sa voile et se diriger vers l'espace lointain. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un aller simple pour s'éloigner du Soleil. Comme pour les voiles solaires, une voile électrique peut pivoter. Selon le côté de la voile frappée par le vent solaire, il s'élève ou abaisse son orbite du vaisseau spatial par rapport au Soleil. Frapper la voile d'un côté, vous élevez son orbite pour voyager vers le système solaire extérieur, mais vous pouvez également frapper l'autre côté et abaisser son orbite, lui permettant de descendre dans le système solaire intérieur. C'est un système de propulsion qui est donc incroyablement polyvalent et le Soleil fait tout le travail. Mais alors, quelles sont les limites de ce système ? Comme on en a parlé avant, la voile électrique ne peut pas être utilisée à l'intérieur des magnétosphères planétaires car le vent solaire ne les pénètre pas. Mais au lieu de ça, à l'intérieur d'une magnétosphère planétaire, la voile électrique peut fonctionner comme un frein. Comme pour les autres technologies de voile solaire, bien qu'une variation modeste de la direction de poussée puisse être obtenue en inclinant la voile, le vecteur de poussée pointe toujours plus ou moins radialement vers l'extérieur du Soleil. Mais comme avec les voiles d'un navire, le virement de bord pourrait être utilisé pour changer la trajectoire. Les vaisseaux interstellaires s'approchant d'un soleil pourraient donc utiliser le vent solaire pour freiner.
Alors quelles pourraient être les applications de cette voile? Par exemple des missions rapides de plus ou moins 50 km par seconde ou 10 unités astronomiques par an hors du système solaire et de l'héliosphère avec une charge utile petite ou modeste. Ou encore comme on l'a vu avant comme frein pour une petite sonde interstellaire qui a été accélérée à grande vitesse par d'autres moyens tels que la voile laser. Ou même des missions en spirale vers l'intérieur pour étudier le soleil de plus près, ou encore des missions bidirectionnelles vers des objets internes du système solaire tels que des astéroïdes, ou même des vaisseaux spatiaux de surveillance du vent solaire pour prédire la météo spatiale. Une mission vers Uranus propulsée par une voile électrique a été proposée. La mission pourrait atteindre sa destination à peu près en même temps que la précédente sonde spatiale Galileo avait besoin pour arriver à Jupiter. Galileo a mis 6 ans pour atteindre Jupiter pour un coût total de 1,6 milliard de dollars, tandis que Cassini-Huygens a mis 7 ans pour atteindre Saturne et a coûté presque autant. La voile devrait consommer 540 watts avec une accélération d'environ 1 mm par seconde de manière exponentielle comme on a vu avant. L'engin atteindrait une vitesse d'environ 20 km par seconde au moment où il atteindrait Uranus, 6 ans après son lancement. L'inconvénient est que la voile électrique ne peut pas être utilisée comme frein, donc l'engin arrive à une vitesse de 20 km par seconde, limitant les missions à des survols ou des missions d'entrée atmosphérique. Le freinage nécessiterait une fusée chimique conventionnelle. Ce vaisseau spatial appelé Hertz étendrait 20 attaches électriques vers l'extérieur à partir du centre, formant une énorme voile électrique circulaire pour capter le vent solaire. En faisant tourner lentement le vaisseau spatial, les forces centrifuges étireront les attaches dans cette forme circulaire. Avec sa charge positive, chaque attache agit comme une énorme barrière contre le vent solaire, donnant au vaisseau spatial une surface effective de 600 km² une fois lancé depuis la Terre. Mais à mesure qu'il s'éloigne de la Terre, sa surface effective augmente jusqu'à l'équivalent de 1200 km² au moment où il atteint Jupiter. Lorsqu'une voile solaire commence à perdre de la puissance, une voile électrique continue d'accélérer. En fait, elle continuerait d'accélérer au-delà de l'orbite d'Uranus. Si la technologie fonctionne, la mission Hertz pourrait atteindre l'héliopause en seulement 10 ans, alors qu'il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour atteindre cette distance à 121 unités astronomiques du Soleil. Mais qu'en est-il de la direction? Comme on l'a vu avant, en modifiant la tension sur chaque fil lorsque le vaisseau spatial tourne, on pourrait faire interagir toute la voile différemment d'un côté ou de l'autre par rapport au vent solaire. Le vaisseau se dirigerait en fait comme une voile d'un bateau. En septembre 2017, une équipe de chercheurs de l'Institut météorologique finlandais a annoncé une idée assez radicale sur la façon dont ces voiles électriques pourraient explorer de manière approfondie la ceinture d'astéroïdes. Au lieu d'un seul vaisseau spatial, ils ont proposé de construire une flotte de 50 satellites distincts de 5 kg. Chacun déroulerait sa propre longe de 20 km et capterait le vent solaire du Soleil. Au cours d'une mission de 3 ans, le vaisseau spatial se rendrait dans la ceinture d'astéroïdes et visiterait plusieurs roches spatiales différentes. La flotte complète serait probablement capable d'explorer 300 objets distincts. Chaque vaisseau spatial serait équipé d'un petit télescope avec une ouverture de 40 mm. C'est à peu près la taille d'une lunette d'observation, mais cela suffirait pour résoudre des caractéristiques à la surface d'un astéroïde aussi petit que 100 mètres de diamètre. Ils auraient également un spectromètre infrarouge pour pouvoir déterminer de quels minéraux chaque astéroïde est fait. Cette mission coûterait environ 70 millions de dollars, ce qui ramènerait le coût d'analyse de chaque astéroïde à environ 240 000 dollars, ce qui serait très bon marché par rapport à toute autre méthode proposée pour étudier les astéroïdes. Au cours des prochaines décennies, nous allons donc voir de plus en plus de ces idées mises à l'épreuve probablement. Les voiles solaires sont une méthode de propulsion d'engins spatiaux utilisant la pression du rayonnement exercé par la lumière du soleil sur de grands miroirs. Une analogie qu'on pourrait faire avec la voile solaire est un voilier. La lumière exerçant une force sur les miroirs s'apparente à une voile soufflée par le vent. Les faisceaux laser à haute énergie pourraient être utilisés comme source de lumière alternative pour exercer une force beaucoup plus grande que ce qui serait possible en utilisant la lumière du soleil, un concept connu sous le nom de voile de faisceau. Les voiles solaires offrent la possibilité d'opérations à faible coût combinées à de longues durées de vie. Comme elles n'utilisent peu de pièces mobiles et pas de propulseurs, elles peuvent potentiellement être utilisées de nombreuses fois pour la livraison de charges utiles par exemple. Mais alors comment ça fonctionne? La lumière est composée de photons. Même s'ils n'ont pas de masse au repos, ils ont un élan lorsqu'ils se déplacent, et un bel élan puisqu'ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Lorsqu'ils se reflètent sur une surface comme un miroir ou un morceau de métal brillant, ils transmettent une partie de cet élan à cette surface.
Un vaisseau spatial volant vers Mars est dévié de sa trajectoire de plusieurs milliers de kilomètres à cause de la légère pression du Soleil. Si les planificateurs de mission ne compensent pas cette dérive, leur vaisseau spatial manquera la planète ou pire encore, s'écrasera dessus. Même si la quantité totale de pression par mètre carré sur une voile solaire est minuscule, elle est émise constamment du Soleil et cerise sur le gâteau, c'est totalement gratuit. Et le carburant qu'on n'a pas besoin de transporter avec nous rend la navette beaucoup moins lourde. Plus on est proche du Soleil, mieux elle fonctionne. En fait, une voile solaire serait un véhicule idéal pour explorer les régions de Mercure et de Vénus, car elles reçoivent beaucoup plus de rayonnement. Mais vous vous demandez probablement comment une voile solaire pourrait atteindre ces planètes, car la lumière émane du Soleil dans toutes les directions. Il s'agit en fait d'élever ou d'abaisser l'orbite de l'engin. Pour monter sur une orbite plus haute, on incline la voile afin que la lumière du Soleil l'accélère, et pour entrer dans une orbite plus basse, on l'incline dans la direction opposée, et la lumière du Soleil agit comme un frein. La force totale exercée sur une voile solaire de 800 par 800 mètres par exemple est d'environ 5 newtons au niveau de la Terre par rapport au Soleil, ce qui en fait un système de propulsion à faible poussée car la quantité d'accélération est très faible, mais c'est une pression constante du Soleil et elle peut s'accumuler sur une longue période de temps. Notre voile solaire de 800 par 800 pourrait recevoir une accélération de 1 mm par seconde mais de manière exponentielle. Dans la première seconde, la voile parcourt 1 mm, puis 2 mm dans la seconde suivante, etc. Au cours d'une année, ce vaisseau spatial pourrait aller à 30 km par seconde. Juste à titre de comparaison, la sonde Voyager 1 de la NASA ne va qu'à environ 17 km par seconde. Le problème de ce système est qu'en orbite terrestre, la pression solaire et la pression de traînée sont généralement égales à une altitude d'environ 800 km, ce qui signifie qu'une voile solaire ne pourrait fonctionner que au-dessus de cette altitude. Les applications potentielles pour ces voiles s'étendent dans tout le système solaire, depuis la proximité du Soleil jusqu'aux nuages cométaires au-delà de Neptune. L'engin peut être utilisé pour transporter des marchandises et éventuellement aussi pour des déplacements humains. Pour les voyages à l'intérieur du système solaire, ces engins peuvent livrer des charges puis revenir sur Terre pour des voyages ultérieurs, fonctionnant comme une navette interplanétaire. Pour Mars en particulier, l'engin pourrait fournir des moyens économiques d'approvisionner régulièrement les opérations sur la planète. Les temps de transfert minimum vers les planètes extérieures bénéficient du fait que les rayons du Soleil vont vers ces régions, mais cela entraîne des vitesses d'arrivée très élevées. Par exemple pour Jupiter en partant de la Terre, sans vitesse de départ, on mettrait 2 ans avec une vitesse d'arrivée proche de 17 km par seconde. Pour Saturne, le temps de parcours minimum est de 3,3 ans avec une vitesse d'arrivée de près de 19 km par seconde. Avec juste la lumière du Soleil comme puissance, une voile ne serait jamais lancée directement depuis le sol. Un deuxième vaisseau spatial est nécessaire pour lancer la voile qui serait ensuite déployée dans l'espace. Une autre façon possible de lancer une voile solaire serait d'utiliser des faisceaux micro-ondes ou laser fournis par un satellite ou un autre vaisseau spatial. Ces faisceaux d'énergie pourraient être dirigés vers la voile pour la lancer dans l'espace et fournir une source d'énergie secondaire pendant son voyage. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. Comme on l'a vu, le concept de voile solaire est équipé d'une grande feuille de matériaux réfléchissants qui utilise la pression du rayonnement d'une étoile pour accélérer au fil du temps. Mais ces dernières années, des variantes de ce concept ont été développées comme la voile magnétique et la voile électrique. Dans le premier cas, une boucle supraconductrice générait un champ électrique, tandis que le second générait un champ magnétique via une voile de petits fils. Tous les deux repousseraient le vent solaire. Pour résumer, le vent solaire propulse les voiles électriques, tandis que le rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire la lumière émise par l'étoile, propulse les voiles solaires. Les trois concepts sont capables de convertir le rayonnement émis par les étoiles en impulsion, mais présentent également leur lot d'inconvénients. Pour commencer, les voiles électriques dépendent beaucoup des propriétés de leur étoile hôte. Les voiles solaires, en revanche, sont rendues largement inefficaces lorsqu'il s'agit d'étoiles de type M, c'est-à-dire les naines rouges, car la pression du rayonnement n'est pas suffisamment élevée pour générer une vitesse suffisante. Il s'agit d'un problème puisque les naines de type M ultra froides et de faible masse représentent la grande majorité des étoiles de l'univers, représentant 75% des étoiles de la Voie lactée. Les naines rouges ont également une durée de vie incroyablement longue par rapport aux autres classes d'étoiles et peuvent rester dans leur séquence principale jusqu'à 10 000 milliards d'années. Par conséquent, un système de propulsion pouvant utiliser des systèmes de naines rouges serait préférable. Du coup, quelle méthode de voyage interstellaire serait préférable entre les voiles solaires ou les voiles électriques par rapport aux différences des classes d'étoiles ? Un vaisseau spatial associé à une voile électrique représente un meilleur moyen de propulsion à proximité de la plupart des types d'étoiles.
et pas seulement pour les vaisseaux spatiaux à l'échelle du gramme, mais il faudrait beaucoup plus de temps à un vaisseau spatial à voile électrique pour atteindre des vitesses qui rendraient les voyages interstellaires pratiques. Si l'on considère des voiles solaires alimentés par des réseaux laser, il est alors possible d'atteindre directement des vitesses de 10% de la vitesse de la lumière via des voiles légères, là où en revanche, les voiles électriques propulsées par des vents stellaires atteignent des vitesses de seulement 0,1% de la vitesse de la lumière. Alors qu'une voile électrique pourrait éventuellement atteindre les 10% de la vitesse de la lumière en se rapprochant à plusieurs reprises d'étoiles, il en faudrait plus de 10 000 rencontres d'étoiles différentes pour atteindre une telle vitesse, ce qui prendrait au moins 1 million d'années. Alors qu'1 million d'années n'est qu'un clin d'œil en termes cosmiques, à l'échelle d'une civilisation comme la nôtre, c'est très long. En tant qu'espèce, l'humanité n'existe que depuis environ 200 000 ans et n'enregistre son histoire que depuis environ 6 000 ans. Mais nous ne sommes une civilisation spatiale que depuis 60 ans. Une voile capable d'être accélérée par des lasers reste le moyen le plus pratique d'explorer les exoplanètes de notre vivant, mais est aussi beaucoup plus énergivore en ressources. La propulsion laser est une forme de propulsion alimentée par faisceau où la source d'énergie est un système laser distant, généralement basé au sol, et séparé de la masse de réaction. Cette forme de propulsion diffère d'une fusée chimique conventionnelle où l'énergie et la masse de réaction proviennent des propulseurs solides ou liquides transportés à bord du véhicule. Comme on l'a vu dans un précédent épisode, les voiles poussées au laser sont des exemples de propulsion par faisceau. Mais il existe aussi plusieurs formes de propulsion laser dans lesquelles le laser est utilisé comme source d'énergie pour donner de l'élan aux propulseurs transportés à bord de la fusée. L'utilisation d'un laser comme source d'énergie signifie que l'énergie fournie au propulseur n'est pas limitée par l'énergie chimique d'un propulseur. Il existe différentes manières de générer une force de traction à partir d'une source laser et aujourd'hui on va en voir deux. La fusée thermique laser est une fusée thermique dans laquelle le propulseur est chauffé par l'énergie fournie par un faisceau laser externe. Le faisceau chauffe un échangeur de chaleur solide qui à son tour chauffe un propulseur liquide inerte, le convertissant en gaz chaud qui est évacué par une buse conventionnelle. Ce système est similaire au système de propulsion nucléaire thermique et au système de propulsion solaire thermique. Une autre possibilité est d'utiliser la puissance du faisceau laser pour la convertir en électricité qui alimente ensuite un certain type de propulseur à propulsion électrique. Voyons maintenant un projet un peu plus concret concernant la propulsion laser. Starshot est un prototype qui combine une voile miroir, un nanocraft et une propulsion à énergie dirigée comme un laser pour créer un vaisseau spatial capable d'atteindre l'étoile la plus proche, c'est-à-dire Alpha Centauri rapidement. Mais il y a pas mal de défis techniques et d'ingénierie, notamment la quantité de puissance nécessaire pour accélérer le vaisseau spatial à des vitesses relativistes. Le plan de Starshot prévoit un nanocraft à l'échelle du gramme équipé de minuscules capteurs, de propulseurs et d'une caméra et d'une antenne radio. Ce nanocraft serait remorqué par une voile lumineuse à l'échelle métrique mesurant 4 x 4 mètres et accéléré par un réseau laser de 100 gigawatts. Cela permettrait au vaisseau spatial d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière, ce qui lui permettrait de faire le voyage vers Alpha Centauri en seulement 20 ans. Il existe diverses possibilités pour créer un réseau laser capable de générer 100 gigawatts de puissance optique en ondes continues. Actuellement, la meilleure option est de s'appuyer sur 108 réseaux au sol et chacun envoie une source laser. Mais le plus grand défi reste de trouver ces 100 gigawatts. Pour vous donner une idée de la puissance que cela représente, le parc nucléaire français, qui est le deuxième plus important parc au monde en termes de puissance, a une capacité installée de près de 62 gigawatts, soit un peu plus de la moitié de ce que la sonde a besoin. En plus, ces lasers devraient agir comme un seul et se concentrer sur une voile lumineuse ne mesurant pas plus de 16 mètres carrés. Ensuite, il y a aussi le défi posé par la distorsion atmosphérique qui est inévitable lorsqu'on s'appuie sur des réseaux au sol. Pour cette raison, la conception de ce projet nécessite l'utilisation d'un satellite beacon, c'est-à-dire un laser guide, stationné en orbite autour de la Terre qui agirait comme un conducteur et rassemblerait l'ensemble du réseau laser au sol.
La science derrière Starshot a considérablement progressé au cours des 5 dernières années. Bien qu'aucune date cible n'ait encore été annoncée pour le début du voyage, certains ont avancé que la mission pourrait être prête d'ici 2036. Même si cela paraît peu envisageable au vu de la demande en énergie du système, mais si tel est le cas, cela signifierait que l'humanité pourrait avoir son premier aperçu d'un système stellaire voisin d'ici les années 2060, qui pourrait inclure le premier aperçu rapproché d'une exoplanète potentiellement habitable. La NASA a aussi réfléchi à utiliser ce type de technologie pour aller sur Mars. Actuellement, avec les modèles de propulsion actuels, il faudrait au mieux plusieurs mois pour qu'un véhicule atteigne la planète rouge. Mais dans ce cas, les missions doivent être lancées pendant les fenêtres de lancement les plus optimales qui ne se produisent que tous les 2 ans. Cette propulsion pourrait réduire le temps de trajet entre la Terre et Mars à seulement 3 jours pour un engin de 100 kg. À voir donc dans les prochaines décennies si de tels projets se concrétisent. Une fusée à antimatière est une classe proposée de fusées qui utilise l'antimatière comme source d'énergie. L'avantage de cette classe de fusée est qu'une grande partie de la masse au repos d'un mélange matière-antimatière peut être convertie en énergie, permettant aux fusées antimatière d'avoir une densité d'énergie et une impulsion spécifique bien plus élevée que toute autre classe de fusée proposée. Mais alors pourquoi l'antimatière? Eh ben si nous cherchons à construire un vaisseau spatial puissant, rien de mieux que l'antimatière. Il est léger, extrêmement puissant et peut générer une vitesse énorme, mais il est aussi extrêmement coûteux à créer. La plupart des vaisseaux spatiaux dans la science-fiction utilisent l'antimatière comme carburant pour une bonne raison. C'est le carburant le plus puissant connu, alors que des tonnes de carburant chimique sont nécessaires pour propulser une mission humaine vers Mars, seulement quelques dizaines de milligrammes d'antimatière suffiraient. Mais en réalité, ce pouvoir a un prix. Certaines réactions à l'antimatière produisent des explosions de rayons gamma de haute énergie. Ils pénètrent dans la matière et décomposent les molécules dans les cellules et ne sont donc pas très sains pour la santé notamment. Les rayons gamma à haute énergie peuvent aussi rendre les moteurs radioactifs en fragmentant les atomes du matériau du moteur. L'antimatière est parfois appelée l'image miroir de la matière normale, car bien qu'elle ressemble à de la matière ordinaire, certaines propriétés sont inversées. Par exemple, les électrons normaux, qui transportent le courant électrique dans tous nos appareils électroménagers, que ce soit des téléphones portables ou téléviseurs, ont une charge électrique négative. Les anti-électrons, une charge positive, c'est pourquoi les scientifiques les ont surnommés les positrons. Lorsque l'antimatière rencontre la matière, les deux s'annihilent dans un éclair d'énergie. Cette conversion complète en énergie est ce qui rend l'antimatière si puissante. Même les réactions nucléaires qui alimentent les bombes atomiques par exemple arrivent loin derrière avec seulement environ 3% de leur masse convertie en énergie. Les conceptions précédentes de vaisseaux spatiaux propulsés par l'antimatière utilisaient des antiprotons qui produisent des rayons gamma à haute énergie lorsqu'ils s'annihilent. La nouvelle conception utilisera des positrons qui émettent des rayons gamma avec environ 400 fois moins d'énergie. Si suffisamment de fonds sont disponibles pour développer une telle technologie, un vaisseau spatial propulsé par des positrons aurait quelques avantages par rapport au plan existant pour une mission humaine vers Mars, appelée la mission de référence de Mars. La mission de référence actuelle prévoit un réacteur nucléaire pour propulser le vaisseau spatial vers Mars. En plus, les réacteurs nucléaires sont radioactifs même après l'épuisement de leur combustible. Après l'arrivée du navire sur Mars, les plans de la mission de référence sont de rediriger le réacteur sur une orbite qui ne rencontrera pas la Terre avant au moins 1 million d'années lorsque le rayonnement résiduel sera réduit à des niveaux sûrs. Mais il n'y a pas de rayonnement résiduel dans un réacteur à positrons après l'épuisement du combustible. Ce réacteur à positrons sera aussi plus sûr à lancer. Si une fusée transportant un réacteur nucléaire explose, elle pourrait libérer des particules radioactives dans l'atmosphère. Le vaisseau spatial à positrons émettrait un flash de rayons gamma s'il explosait, mais les rayons gamma disparaîtraient en un instant. Il n'y aurait pas de particules radioactives à la dérive. Le flash serait également confiné à une zone relativement petite. La zone de danger serait d'environ 1 km autour du vaisseau spatial. Une grande fusée à propulsion chimique ordinaire a une zone de danger d'environ la même taille en raison de la grosse boule de feu qui résulterait de son explosion. Un autre avantage non négligeable est la vitesse. Le vaisseau spatial de la mission référence emmènerait les astronautes sur Mars en 180 jours environ, mais des conceptions avancées comme le noyau à gaz pourraient emmener les astronautes sur Mars en 2 fois moins de temps.
Mais un défi technique pour faire d'un vaisseau spatial à positrons une réalité est le coût de production des positrons. En raison de son effet spectaculaire sur la matière normale, il n'y a pas beaucoup d'antimatière qui traîne. Dans l'espace, il est créé lors des collisions de particules à grande vitesse, appelées rayons cosmiques. Sur Terre, ils doivent être créés dans des accélérateurs de particules. Les machines sont normalement utilisées pour découvrir comment l'univers fonctionne, mais elles peuvent être aussi exploitées comme des usines d'antimatière. Une estimation approximative pour produire les 10 mg de positrons nécessaires à une mission humaine sur Mars est d'environ 250 millions de dollars en utilisant les technologies actuelles en cours de développement. Ce coût peut sembler élevé, mais il doit être considéré par rapport aux coûts supplémentaires pour lancer une fusée chimique plus lourde. Les coûts de lancement actuels sont d'environ 10 000 dollars par kilo. Sur la base de l'expérience de la technologie nucléaire, il semble raisonnable de s'attendre à ce que le coût de production des positrons diminue davantage avec le temps et les recherches. Un autre défi consiste à stocker suffisamment de positrons dans un petit espace. Parce qu'ils anéantissent la matière normale, on ne peut pas simplement les mettre dans une bouteille. Ils doivent être contenus par des champs électriques et magnétiques. Une autre question plus générale concernant la fusée en elle-même est le rayonnement de fond cosmique qui ionisera la coque de la fusée au fil du temps. Cela constitue une menace pour la sécurité, mais en plus, les interactions gaz-plasma peuvent provoquer une charge d'espace. La principale interaction préoccupante est la charge différentielle de diverses parties d'un engin spatial, entraînant des champs électriques élevés et des arcs électriques entre les composants de l'engin spatial. Tout ça peut être résolu avec un contacteur plasma bien placé, mais il n'y a pas encore de solution lorsque les contacteurs plasma sont éteints pour permettre des travaux de maintenance sur la coque. Les vols spatiaux à long terme à des vitesses interstellaires provoquent l'érosion de la coque de la fusée en raison de la collision avec des particules du gaz, de la poussière et des micrométéorites. Pour une distance de 6 années-lumière, l'érosion est estimée à environ 30 kg par mètre cube, soit environ 1 cm de blindage en aluminium. Le statoréacteur Busar est une méthode théorique de propulsion d'engins spatiaux proposée en 1960 par le physicien Robert Busar. Busar a proposé une variante d'une fusée à fusion capable d'un voyage interstellaire raisonnable en utilisant d'énormes champs électromagnétiques allant d'1 kilomètre à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre comme une pelle pour collecter et comprimer l'hydrogène du milieu interstellaire. Des vitesses élevées forcent la masse réactive dans un champ magnétique progressivement resserré, la comprimant jusqu'à ce que la fusion thermonucléaire se produise. Le champ magnétique dirige ensuite l'énergie dans l'échappement de la fusée, fournissant une poussée. Mais dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? Pour atteindre une poussée de 10 millions de newtons, équivalent à 2 fois la fusée d'une navette spatiale sur environ 60 km/h, le champ magnétique devrait avoir un diamètre de 4000 km. Pire encore, le champ devrait être de 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire la distance entre la Terre et le Soleil de long, pour capturer et canaliser de manière adéquate l'hydrogène du milieu interstellaire dans le réacteur de fusion du navire pour atteindre une vitesse d'environ 15% de celle de la lumière. Alors qu'un tel exploit d'ingénierie serait possible pour une civilisation très avancée, ce n'est pas encore dans nos capacités. En plus, la proposition de Busar était basée sur des estimations de densité du milieu interstellaire qui se sont révélées inexactes environ une décennie plus tard. Alors que diverses réanalyses ont indiqué qu'un statoréacteur à fusion pourrait être réalisable avec des concentrations d'hydrogène plus faibles dans le milieu interstellaire, ces dernières recherches montrent que les défis techniques ne sont pas à notre portée. Le problème de l'utilisation du milieu interstellaire comme seule source de carburant a conduit à l'étude de la fusée interstellaire augmentée RAM qu'on abrégera RARE. Le RARE transporte son approvisionnement en combustible nucléaire et l'utilise dans les réactions pour produire une partie de sa poussée. Mais il améliore considérablement ses performances en ramassant en même temps dans le milieu interstellaire de l'hydrogène. Le système de propulsion du RARE se compose de 3 sous-systèmes, un réacteur à fusion, un champ SCOP et un accélérateur à plasma. Le champ SCOP canalise le gaz interstellaire dans un accélérateur. Le véhicule dispose donc d'une réserve de carburant limitée mais d'une réserve illimitée d'ergol. Un statoréacteur Busar normal aurait un approvisionnement infini des deux. Mais la théorie suggère que là où un statoréacteur Busar souffrirait de la traînée d'avoir à préaccélérer le gaz interstellaire à sa propre vitesse avant de l'administrer dans le réacteur, un système RARE serait capable de transférer de l'énergie via le mécanisme d'accélérateur vers le milieu interstellaire malgré les différences de vitesse et souffrirait donc beaucoup moins de l'effet de traînée.
L'idée d'un parachute ou d'une voile magnétique pour les voyages interstellaires peut être intéressante à être utilisée pour la décélération une fois arrivé à destination. Plusieurs difficultés techniques évidentes avec le statoréacteur Busar peuvent être surmontées en prélançant du carburant le long de la trajectoire de l'engin spatial en utilisant quelque chose comme un raygun magnétique. Les avantages d'un tel système sont de lancer uniquement du carburant de fusion ionisé afin que les pelles magnétiques ou électrostatiques puissantes puissent facilement canaliser le carburant dans le moteur. L'inconvénient est que cela entraînera la dispersion du carburant en raison de la répulsion électrostatique. On pourrait imaginer de lancer le carburant sur une trajectoire de sorte que le vecteur de vitesse du carburant corresponde étroitement au vecteur vitesse attendu de l'engin spatial en ce point. Bien que le carburant prélancé pour le statoréacteur annule un avantage de la conception de Busar, c'est-à-dire la collecte du carburant lors de son déplacement dans le milieu interstellaire, ce qui permet d'économiser le coût de lancement de la masse de carburant, il conserve au moins l'avantage de ne pas avoir à accélérer la masse du carburant et la masse de la fusée en même temps. En plus, le carburant prélancé pourrait fournir une certaine visibilité dans le milieu interstellaire, alertant ainsi les vaisseaux spatiaux traînant dans des dangers invisibles comme par exemple les naines brunes. Les principaux inconvénients de ce système sont que le vaisseau spatial ne peut pas dévier de la trajectoire précalculée à moins que cela ne soit critique. Une telle déviation séparerait le vaisseau spatial de son alimentation en carburant et ne lui laisserait qu'une capacité minimale à revenir à sa trajectoire d'origine. Le carburant prélancé pour la décélération à l'étoile de destination ne serait pas disponible à moins d'être lancé plusieurs décennies avant le lancement du vaisseau spatial. Voilà, si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Si on se retrouve d'ici quelques jours